Retour à question d'actualité en compagnie de Jean-Philippe Trottier sur les ondes de Radio VM. On va prononcer un gros mot, référendum, qui fait peur à bien des gens. Mais il n'y a pas qu'au Québec que ce mot a une résonance très forte, très émotive aussi. L'Europe aussi en connaît. À preuve, la consultation populaire sur l'éventuelle sortie de l'Écosse du Royaume-Uni à l'automne 2014, suivie de celle 2 mois plus tard de la volonté des Catalans de former un État indépendant. Cette fois-ci, c'est le 23 juin de cette année. Ce seront les Britanniques qui se prononceront sur l'adhésion à l'Union européenne ou non. Mathieu Bocoté y voit paradoxalement l'expression du véritable esprit européen. Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous avez la tâche lourde parce que vous allez devoir défendre cette apparente contradiction. Non, je ne crois pas que ce soit une contradiction, c'est-à-dire... Apparente, j'ai dit, apparente. Oui, parce que les Britanniques, en ce moment, sont consultés pour savoir s'ils veulent quitter l'Union européenne ou non. Or, la forme politique, c'est-à-dire la forme, le cadre politique à travers lequel la civilisation européenne a fait l'expérience de la liberté politique depuis plusieurs siècles, c'est l'État-nation. Oui. On constate que l'Union européenne travaille à la déconstruction de l'État-nation pour construire une forme d'empire universel aux frontières floues et à l'identité imprécise. Alors, d'une certaine manière, si la forme politique véritable de la civilisation européenne, c'est l'État-nation, eh bien, on peut se dire que les Britanniques, en ce moment, défendent ce qui est spécifiquement européen, ce qui est le cadre politique par lequel la liberté a pris forme en Europe, c'est l'État-nation, contre ceux qui se réclament de l'Europe comme idéologie pour déconstruire l'Europe historique. Mathieu Bocoté, c'est ainsi qu'on déconstruit ce paradoxe apparent. Mathieu Bocoté, l'État-nation n'a pas toujours été le socle de l'Europe. Je veux dire, l'État-nation, ça a quoi? Ça a 3-4 siècles. Ça a commencé, mettons, vers le 16e siècle. Mais avant, il y avait autre chose. Ah non, mais bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres traditions de liberté politique en Europe. Certains croient même que l'Europe ne peut exister qu'à la manière d'un empire. On connaît cette tradition qui veut que l'Europe doit se construire comme un empire, mais ce qu'on constate, c'est que les européistes, appelons-les comme ça, même lorsqu'ils rêvent d'empire, ne parviennent pas à définir un empire qui serait vraiment européen. Vous noterez qu'ils sont incapables d'identifier des frontières un tant soit peu significatives, qu'ils réchignent devant l'héritage chrétien de l'Europe, qu'ils ne sont pas capables de poser la question de la puissance, ils se tournent plutôt vers le soft power. Alors, quand on regarde les Européistes, donc ceux qui aujourd'hui utilisent l'idée d'empire, ils ne sont même pas capables de l'inscrire dans la longue histoire de l'idée d'empire en Europe. Et si l'État-nation n'est pas la seule forme politique européenne, on peut dire que c'est principalement à travers elle que l'Europe a fait l'expérience de la démocratie et de la liberté politique. Ah oui, quand on parle de démocratie, c'est la forme principale. Oui, quand on parle de démocratie et liberté politique, évidemment, mais sur 2000 ans, c'est autre chose. Mathieu, vous pensez pas que ça viendra de l'Europe de l'Est, cette idée pas de rédemption, mais de retour à l'État-nation, de racines chrétiennes, tout le tralala? On voit que maintenant en Pologne, en Hongrie, ça s'agite un petit peu. Ah oui, il n'y a pas de doute là-dessus. L'Europe de l'Est est aujourd'hui un peu gardienne ou conservatrice malgré elle de la tradition européenne. C'est comme si, d'une certaine manière, l'Europe de l'Est se rappelait que l'Europe devait avoir une identité culturelle, que l'Europe avait des racines singulières, que l'État-nation compte. J'ai l'impression que plusieurs pays d'Europe de l'Est ont fait l'expérience d'une suspension, d'une négation de leur souveraineté sous les Soviétiques. Alors, ils sont aujourd'hui sensibles à la négation de leur souveraineté par Bruxelles. Évidemment, Bruxelles n'est pas Moscou, mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont une certaine méfiance envers ceux qui expliquent que la souveraineté des peuples est dépassée parce qu'eux-mêmes ont fait l'expérience au XXe siècle du caractère fragile et nécessaire de cette souveraineté. L'écrivain Solzhenitsyn, prix Nobel de littérature en 70 ou 73, j'oublie toujours, avait dit « On a eu les dissidents en Europe de l'Est auparavant, maintenant c'est en Europe de l'Ouest qu'il y aura des dissidents. » Oui, vous nous citez ici Solzhenitsyn tel que repris par Philippe de Villiers dans son dernier livre. Ah oui, le moment est venu de vous dire ce que j'ai vu. Et il y a du vrai là-dedans, c'est-à-dire que l'Europe de l'Ouest aujourd'hui, en Europe occidentale, les élites politiques sont pour l'essentiel communies dans une nouvelle vision, une forme de religion politique multiculturelle et cosmopolite où les peuples sont de trop. Et on a de plus en plus de gens qui, d'une manière ou de l'autre, cherchent à rappeler la pertinence de l'esprit national. Lorsqu'ils font cela, ils reçoivent les pires étiquettes, xénophobes, racistes, réactionnaires, infréquentables. Alors, il y a effectivement, dans ce nouveau régime dans lequel nous vivons, une forme de dissidence qui ne dit pas son nom. Mathieu Bocoté, le souverainisme britannique qui va sans doute s'exprimer lors du référendum du 23 juin prochain sur l'adhésion britannique à l'Union européenne, est-ce qu'il peut rentrer dans l'expérience européenne de l'État-nation ou on parle uniquement d'insularité britannique qui est un petit peu différente de l'idée d'État-nation à l'allemande ou à la française ou à l'espagnole?
Vous avez tout à fait raison. Je pense les Britanniques sont dans une situation particulière. Ils adhèrent à la fois à la civilisation européenne et à la civilisation atlantique, pour peu qu'on distingue un peu les deux. Et les Britanniques ne veulent être dans l'Europe qu'à condition d'avoir un statut particulier, d'être à part, pour le dire comme ça. Ils ne veulent être dans l'Europe qu'en étant reconnus comme société distincte, pour le dire à la québécoise. Oui. Alors, je crois que c'est à la fois, effectivement, une manière pour les Britanniques de renouer avec une souveraineté qui n'est pas sans prétention impériale, c'est-à-dire la Grande-Bretagne a son destin singulier à travers le monde, c'est la grande tradition de la souveraineté britannique, mais au même moment, dans le monde dans lequel nous vivons, cela ne peut qu'avoir des effets sur la question de l'État-nation plus largement en Europe, c'est-à-dire pour les Français, pour les Néerlandais, pour les Allemands, pour les Grecs, pour les petites nations d'Europe de l'Est. Dans quelle mesure est-il possible aujourd'hui de restaurer une souveraineté nationale? C'est pas si évident que ça, on le sait, parce que on ne détricote pas des institutions européennes par décret. Il n'en demeure pas moins que si on veut faire de la nation l'horizon du politique, eh bien, il va falloir accepter une part de rupture. Une part de rupture, je veux bien, mais je reviens à cette idée de deal. Le concept d'État-nation me semble intimement lié au concept d'avoir des voisins qui peuvent vous envahir. Quand on est une île, je parle avant le tunnel sous la Manche, quand on est une île, on reste tranquille, disait Léo Ferré. Le concept d'État-nation se comprend tout à fait différemment parce qu'il n'y a pas d'invasion. Surtout avec la marine que les Britanniques ont eue, ils étaient un peu, je dirais pas tranquilles, mais bon, le risque était moins patent qu'entre la France et l'Allemagne qui se côtoyaient. Je comprends très bien la distinction que vous faites. Donc, il y a l'insularité britannique. Exact. Il y a la vocation atlantique, il y a le vent du large et tout ça. Il n'en demeure pas moins que la forme politique État-nation, c'est la forme politique dans laquelle prend forme aujourd'hui la nation anglaise. Oui, mais moi, je pense que c'est substrat. Si vous le noterez bien, qui est assez fascinant, c'est que les Britanniques, en ce moment, veulent sortir, on verra bien ça va fonctionner, mais pensent à sortir de l'Europe pour restaurer leur souveraineté, mais ils ont chez eux les Écossais, qui veulent rester dans l'Europe et qui disent que si la Grande-Bretagne se sépare de l'Europe, eh bien les Britanniques, les Écossais, pardonnez-moi, pourraient se séparer de la Grande-Bretagne pour retourner en Europe. C'est comme l'Ouest de Montréal. Mais Mathieu, domino étrange. Mais Mathieu. Où finalement les Britanniques sont finalement attachés à une conception ancienne de la souveraineté qui n'est pas sans mérite, alors que les Écossais rêvent une souveraineté dans les paramètres de l'Union européenne. Vous êtes alors là. Ils menacent de se séparer. C'est un peu comme les Écossais, c'est un peu comme l'Ouest de Montréal, alors. Je pousse ça pas ça si loin, parce que l'Ouest de Montréal, c'est une région du Québec, ça fait partie, c'est chez nous. Alors oui, mais ils voudront se séparer si le Québec se sépare. Oui, mais si le Québec se sépare du Canada, l'Ouest de Montréal voudra se séparer du Québec. Oui, on peut voir ça comme ça, mais pas trop quand même, parce qu'il y a une différence entre la partition d'un État déjà constitué et la volonté d'un peuple de s'autodéterminer, ce qui est le cas des Écossais dans les circonstances. Mais ce qui est intéressant, il n'y a pas de peuple ouest-montréalais? Je pense pas. Il y a les habitants du West Island. À la rigueur, on peut dire que ce sont des Canadiens anglais. C'est ça, ils vont être rattachés. Mais c'est pas un peuple West Islandais. Bon, alors, il y a deux protagonistes dans cette bataille britannique. À David Cameron, le chef des conservateurs, qui est européophile à certaines conditions. Et il y a son vis-à-vis qui, je sais pas s'il est nommé encore, mais ce serait Boris Johnson, le maire de Londres. Oui, alors là, c'est assez intéressant. Parce que Cameron n'est pas un partisan inconditionnel de l'Europe. On le sait. Il dit, je reste parce qu'on m'a fait un deal qui me convient. Donc, une chose est certaine, c'est peu importe le résultat du référendum, à la grandeur de l'Europe, on va se dire, d'accord, la Grande-Bretagne peut rester à ses conditions, mais chaque pays, finalement, il faudra dire, voici quelles sont les conditions désormais. Par ailleurs, donc vous avez raison de dire, il y a Cameron et il y a Johnson, qui est l'héritier de l'aile eurosceptique du Parti conservateur britannique, parce que pour l'instant, Cameron a réussi à maintenir le Parti conservateur uni, mais on sait que c'est un parti où il y a une très forte aile eurosceptique, et Boris Johnson est celui qui vient contester finalement à l'intérieur même du Parti conservateur la vision de Cameron. En plus, il se positionne pour l'avenir, il se présente comme le successeur naturel de Cameron, et s'il réussit son pari, eh bien, disons que ça va paver son avenir, ça va donner une espèce d'avenir politique assez rayonnant pour Johnson. Ajoutez à cela, cela dit, d'autres acteurs comme UKIP, qui est le petit parti souverainiste britannique qui performe dans les élections européennes, mais rarement dans les élections nationales. Voyez un parti travailliste assez divisé quand même. Tout cela nous montre à quel point la question nationale fait
éclater les ligues de fracture habituelles. Il y avait les Lib Dems aussi, les libéraux démocrates, mais qui ont été un petit peu... très européistes en général. Mais ils ont été assez laminés aux dernières élections, je pense. Voilà. Il n'y a pas un paradoxe, Mathieu Bock-Côté, quand en 73, l'adhésion à l'Union européenne, c'était sous Thatcher, je pense, Margaret Thatcher. C'était sous Meade, je crois. Ah bon, c'était sous Edward Meade, Thatcher est élu en 1979. Edward Heath. Oui, Heath, pardonnez-moi, Edward Heath. Oui, Heath, comme disaient les Français, Heath. Donc c'était en 73 et la Grande-Bretagne a adhéré à l'Union européenne qui avait auparavant une certaine vision politique indexée sur la démocratie chrétienne, les pères fondateurs, etc. Depuis l'entrée de la Grande-Bretagne, l'Union européenne est devenue un gigantesque marché. Vous pensez pas que l'Union européenne s'est britannisée en ce faisant? Je crois que l'Union européenne, c'est plus qu'un vaste marché, contrairement à ce qu'on dit. Non, je comprends, mais c'est les Anglais qui l'ont transformé comme ça en rentrant en 73. Non, ça, j'entends cette analyse. D'ailleurs, c'est ce que nous disent, par exemple, des gens comme Michel Rocard en disant quand les Britanniques vont être partis, on va pouvoir enfin faire l'Europe à laquelle on rêve. Oui. On va se débarrasser du mauvais joueur. Mais je crois que l'Europe, contrairement à ce qu'on dit, c'est plus qu'un grand marché. Je comprends. L'Europe, c'est l'espèce de paradis des droits de l'homme tel qu'on l'entend aujourd'hui. Je comprends, mais ça, pouvoir bureaucratique immense à Bruxelles. Mais tout ça est lié à pouvoir idéologique. Mais Mathieu, tout ça est lié à l'économie de marché, ou à la conception de marché. Non, je pense pas. Je pense que sur la question des droits, par exemple, l'idéologie de la déconstruction des nations au nom des droits, c'est moins le marché ici que le multiculturalisme. Donc, il faut voir que plusieurs idéologies se croisent dans la définition de l'européisme et on ne doit pas croire que c'est seulement économique, bien que ça joue un rôle, évidemment. Vous n'êtes pas en train de plaquer le Canada sur l'Europe un petit peu, Mathieu? Non, d'aucune manière. Il suffit de regarder les textes produits par Bruxelles d'une manière ou de l'autre. Par exemple, lorsqu'on décide de déconstruire par les jugements européens la légitimité de l'assimilation comme mode de gestion de l'immigration, le cadre national. Michel Tribala a consacré des pages assez remarquables là-dessus. C'est qui, ça? Il fait une analyse analyse de la jurisprudence européenne pour nous montrer comment finalement Mathieu. C'est l'idée de nation qui est déconstruite à partir de Bruxelles. Qui est Michel Tribala? L'européisme va beaucoup plus loin qu'un simple libéralisme et c'est souvent ce qu'on oublie étrangement, comme si on ne prenait pas au sérieux la puissance corrosive de l'idéologie européenne. Michel Tribala, c'est qui? Une petite parenthèse. Pardonnez-moi, Michel Tribala, démographe française qui a écrit plusieurs livres très intéressants sur la gestion de l'immigration, sur l'assimilation des immigrés, sur les mouvements démographiques contemporains. Aparté, Mathieu Bock-Côté, on parle de ce référendum britannique sur son adhésion à l'Union européenne le 23 juin. Parallèlement à ça, il y a aussi beaucoup de mouvements très eurosceptiques, europhobes, même xénophobes et tout ça, c'est pas parce qu'on est europhobe qu'on est xénophobe, mais beaucoup de choses se mêlent maintenant. Aux États-Unis, il y a l'essor de Donald Trump. Et ce que l'on voit en Occident, le Canada étant mis à part pour l'instant avec Justin Trudeau, on voit vraiment la tentation des révoltes populaires. Oui, ça, je crois qu'il y a une crise des élites politiques partout en Occident. Oui. L'idéologie dominante qui s'est installée depuis quelques décennies est contestée. Je crois qu'elle est plus forte qu'on ne le dit parce qu'elle dispose de relais médiatiques et institutionnels. Mais sur le fond des choses, on assiste à une espèce de fracture entre les élites et le peuple, sans aucun doute. Cela dit, il y a un mot que vous avez utilisé que je n'utiliserai pas, c'est europhobie. C'est un mot qui est apparu il y a quelques années dans le vocabulaire pour remplacer le mot euroscepticisme. Oui. C'est comme si on a fait passer la défense de la souveraineté nationale pour une maladie mentale. Parce que l'europhobie, c'est ça, c'est la peur irrationnelle de l'Europe. Donc moi, tout ce vocabulaire en phobie, je m'en méfie incroyablement, et je ne pense pas qu'on doit parler d'europhobie, mais d'euroscepticisme simplement, ou de souverainisme britannique. Il y a des termes plus adéquats pour parler de cette réalité que reprendre le vocabulaire culpabilisant de l'idéologie officielle. Êtes-vous phobophobe? Oui, ça je le ferais bien. C'est-à-dire, cette manie de voir des phobies partout, ça me rend un peu fou. Ce qui me fait penser à cette phrase de Gomez de Villa, ce penseur colombien, le relativiste se relativise rarement. Oui, très juste, très juste. Pour l'instant, vous n'avez pas de boule de cristal. Est-ce il y a des tendances qui se dessinent en Angleterre au sujet de je pense qu'en ces matières, tout le monde fait le sondage qu'il veut pour l'instant. C'est-à-dire, on est au moment où les sondages d'opinion servent moins à enregistrer l'opinion qu'à dire ce que devrait être l'opinion. Donc, on n'est pas encore dans le cœur de la campagne.
comment les Britanniques vont réagir, par exemple, devant l'enthousiasme européen de leurs élites financières. Les Britanniques ont une sympathie pour leurs élites financières. Comment est-ce que le fade Cameron, qui est fade à l'occasion, va être capable de résister à l'espèce de tourbillonnant Boris Johnson? Oui. Lequel sera l'exubérant Johnson? Donc, lequel sera capable de donner le ton à la campagne? Est-ce que les Britanniques vont considérer que le deal qui a été fait par Cameron est suffisant dans les circonstances? Je pense qu'il y a trop de variables pour l'instant pour prophétiser un résultat autrement que le résultat qu'on souhaite. Comme vous n'allez pas voter, pouvez-vous nous dire ce que vous voteriez, Mathieu, je voterai pour le Brexit. Je voterai pour la sortie de l'Union européenne sans aucun doute et avec enthousiasme. Et si c'était en France? Je voterai pour la sortie de l'Union européenne aussi. Je crois que l'Union européenne, telle qu'elle s'est construite, sert mal les nations et sert mal la civilisation européenne. Donc je pense que fondamentalement l'Union européenne telle qu'elle a pris forme est une négation de la civilisation européenne. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir une forme de coopération politique soutenue entre les nations d'Europe, mais ce n'est certainement pas sous la forme actuelle. Si le référendum avait eu lieu en 1970, vous auriez voté quoi, Mathieu Bock-Côté? J'aurais pas. Du fond de mon cœur, pour le dire ici, je suis rarement partisan des idéologies supranationales. J'ai une forme de gaullisme primaire en ces matières qui consiste à vouloir défendre toujours la souveraineté nationale. Dans l'Europe des royautés, là on revient très loin en arrière, hein. Auriez-vous été royaliste comme forme d'union européenne partielle? Parce que les rois, en se mariant entre eux, faisaient des unions entre pays et puis ça s'arrangeait comme ça. Mais en ces matières, je suis un héritier de la souveraineté démocratique, de la souveraineté nationale, c'est-à-dire sur le fond des choses, la démocratie républicaine me semble être le régime adapté, du moins à la plupart des pays. Pas à tous, je respecte par exemple la tradition royaliste britannique, je pense que dans certains pays, la monarchie fait partie de la culture politique du pays. Sur le fond des choses, je n'ai pas un enthousiasme je n'ai pas un élan du cœur pour la monarchie. Je la respecte lorsqu'elle est là, mais j'ai un préjugé favorable envers la République lorsqu'elle est disponible. Vous me répondez en bourgeois, j'ai parlé de royauté, vous parlez de monarchie, ce sont deux choses différentes. Mathieu Morvan. Je comprends bien, mais je ne réponds pas en bourgeois, je réponds en républicain, c'est différent. C'est pas la même chose? Je pense que c'est un peu différent quand même. Il y a une forme de patriotisme un peu plus exigeant chez les républicains. Oui, au temps de l'Italie, du 15e, 16e siècle, oui, mais de nos jours? Peut-être encore aujourd'hui, quand on pense à la tradition républicaine française dans ce qu'elle a de mieux, le sens de la chose publique, la volonté de transcender les communautarismes. Il y a quelquefois, moi qui ne chante pas la République avec le même enthousiasme que d'autres, je lui reconnais quand même ses vertus. Mathieu Bock-Côté, c'est très agréable d'échanger avec vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine? Très certainement.